Dans la précédente vidéo, nous avons pu voir l'importance du carbone sur Terre, assez brièvement. Comment celui-ci influençait le climat, la formation de certaines roches, les êtres vivants, etc. Nous avons pu voir aussi sous quelle forme nous pouvions le trouver, comme le CO2, des carbonates par exemple, ou encore de la matière organique. Nous avons pu voir également son cycle, qu'il transvasait entre 4 grands réservoirs, l'atmosphère, l'hydrosphère, la biosphère et la lithosphère. Nous avons pu voir également les flux, les tuyaux entre ces réservoirs, équilibre de pression océan-atmosphère, volcanisme, photosynthèse. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, je vous recommande fortement d'arrêter cette vidéo et d'aller voir ma précédente vidéo. Ici, dans cette vidéo, nous allons nous focaliser sur ce qui se passe dans la biosphère, chez les êtres vivants. Comment le carbone, et sous quelle forme, passe à travers les organismes. Les êtres vivants sont composés de matière organique. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Mais qui dit matière organique dit matière carbonée, qu'elle soit vivante ou morte. En effet, elle est constituée de molécules structurées autour de chaînes de carbone. L'origine première du carbone chez les organismes est le CO2 atmosphérique, ou dissous dans les eaux. Cela peut être parfois du méthane. Ce substrat minéral fait l'objet d'une réduction, c'est-à-dire un processus qui va le convertir en molécules organiques. Les organismes capables d'accomplir ce processus sont dits autosuffisants, autotrophes en termes de nutrition carbonée. Ce sont les producteurs primaires dans les chaînes alimentaires, les plantes par exemple. A l'inverse, les organismes hétérotrophes au carbone ne sont pas capables de synthétiser leurs molécules organiques à partir du CO2. Ils sont donc obligés d'utiliser des molécules organiques préexistantes dont l'origine se trouve nécessairement dans un autotrophe. Ces organismes hétérotrophes vont remanier ces molécules pour synthétiser leurs propres molécules. Les êtres vivants ont à leur disposition deux sources d'énergie, le flux solaire, la lumière, ou des composés chimiques. Les phototrophes sont capables de transformer l'énergie de la lumière diffuse et non stockable en énergie chimique, stockable. Cela se produit au cours de la photosynthèse qui se déroule en deux étapes. L'absorption de la lumière par des protéines spécialisées, chlorophylle, puis la synthèse de glucides. Les chimiotrophes, quant à eux, tirent leur énergie en brûlant des molécules préexistantes, qu'elles soient organiques ou minérales. La matière et l'énergie transitent d'un organisme à un autre via le processus de consommation. En gros, les organismes doivent manger pour survivre. Les chaînes alimentaires reposent sur les organismes autotrophes, les producteurs primaires. En effet, ce sont les seuls capables de synthétiser de la matière organique de novo. Ces organismes producteurs sont ensuite consommés par des organismes hétérotrophes, des consommateurs, primaires, secondaires, tertiaires, etc., qui vont remanier, voire dégrader ces molécules organiques pour leur propre usage, énergie, etc. Et dans ce processus, ils vont faire retourner le carbone qui était sous forme organique, sous forme minérale, à son état initial. Ce cycle de la matière et flux d'énergie transite sur plusieurs niveaux trophiques, avec les producteurs primaires, secondaires, 1, 2, 3, etc., et les décomposeurs. À l'échelle des écosystèmes, on pourrait se poser la question, est-ce que tous les réseaux trophiques, tous les écosystèmes se valent en termes de productivité, en termes de génération de biomasse? Est-ce que les producteurs primaires d'une savane ou d'une forêt tropicale ou d'un marécage produisent grosso merdo la même quantité de biomasse? Est-ce qu'il n'y a pas des écosystèmes ou d'autres producteurs primaires qui sont plus susceptibles de capter du CO2 et ou de le stocker plus durablement? L'une des manières indirectes pour mesurer la productivité en biomasse d'un écosystème est par exemple de regarder au mètre carré la biomasse, la quantité de biomasse qu'on trouve. On prend notre petit mètre carré, on va dans le désert, dans la forêt, etc. et on regarde combien il y a de masse, de biomasse dans cette zone. Et après, on peut estimer la moyenne, grosso merdo, de la biomasse qu'on trouve sur cet écosystème. Sur la forêt, en gros, on trouve tant de masse par mètre carré. Et on obtient ce genre de graphique. Sur ce graphique, on voit plein de choses. En abscisse,
Sur l'axe horizontal, il est représenté la surface qu'occupe cet écosystème sur Terre. Par exemple, les savanes occupent environ 25 millions de kilomètres carrés, les forêts tropicales humides environ 12 millions de kilomètres carrés, ainsi de suite. En ordonnée, sur l'axe vertical, il est représenté la masse de carbone organique en kilogrammes par mètre carré. On distingue la matière organique sur 3 niveaux. À l'air libre, dans la litière, c'est-à-dire les débris végétaux à la surface du sol, et enfin la matière organique qu'on retrouve dans le sol. Comme on pouvait l'imaginer, on retrouve une biomasse importante dans les forêts, moins dans les déserts. Les savanes comportent moins de biomasse aérienne, mais elles occupent une surface plus importante du globe. Par conséquent, elles abritent pas mal de biomasse planétaire comparée à d'autres écosystèmes, comme les forêts. Fait qui peut vous paraître étonnant, c'est la quantité de matière organique qu'on retrouve dans le sol. Cela peut être les racines, les autres organismes qui vivent dans le sol ou de la matière organique morte. Dans tout cela, un écosystème semble clairement sortir du lot en termes de stockage du carbone, les tourbières. Malgré une faible couverture planétaire, il a été estimé dans cette étude qu'on retrouve en moyenne 125 kg de matière organique dans le sol par mètre carré. D'autres écosystèmes semblent sortir leur épingle du jeu. Les marécages, les prairies, les toundras, qui eux aussi abritent une importante biomasse. C'est énorme! Les forêts et les autres écosystèmes sont des petits joueurs comparés aux tourbières. Et de ce fait, les tourbières ne représentent que 3% des terres émergées. Mais à elles seules, elles représentent 40% du stockage en carbone organique. C'est le premier écosystème en termes de stockage de carbone. Une tourbière est un écosystème marécageux abritant des communautés de plantes hydrophiles, des joncs, des mousses, des sphènes. Cet écosystème présente certaines conditions bioclimatiques à certains endroits. Il y a une absence d'O2, ce qui empêche donc la décomposition, où elle est très ralentie. Et ceci est provoqué notamment par un apport régulier de matière organique, notamment à cause des sphènes, qui vont pas pouvoir se décomposer. Et ce qui expliquerait notamment l'accumulation importante de matière carbonée. En effet, la production primaire des végétaux sous-jacents est supérieure à la décomposition totale. La matière organique morte s'accumule pour devenir la tourbe. À la lumière de cette seule étude que je vous ai présentée ici, il semble en effet que certains écosystèmes sont plus à même de stocker du carbone et qui irait aussi dans le sens de l'écologie de la conservation, qui justifierait ces actions dans la préservation des écosystèmes, notamment de certains plus particuliers tels que les tourbières qui en effet mettent du temps à se mettre en place et stockent énormément de CO2. En bref, la matière organique est une matière carbonée. Cette matière est une ressource d'éléments et une source d'énergie qui transite via les réseaux trophiques, via les chaînes alimentaires. Le carbone rentre notamment via le CO2 atmosphérique ou dissous par la photosynthèse des producteurs primaires, plantes, phytoplancton, etc. Les organismes consommateurs et décomposeurs vont progressivement dégrader les molécules carbonées produites par la photosynthèse pour faire leur retour en molécules minérales, CO2, méthane, ainsi de suite. Enfin, certains écosystèmes semblent produire davantage de biomasse et d'autres plus à même de stocker cette matière organique, de par leurs conditions bioclimatiques. Par exemple, les prairies, les toundras et surtout les tourbières, qui, rappelons-le, représentent à elles seules 40% de la matière carbonée organique stockée dans les écosystèmes terrestres. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous comprenez un peu mieux le rôle que peut jouer le carbone dans les écosystèmes chez les organismes, comment il transite, etc. Dans tous les cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, ça m'aidera beaucoup, et aussi à commenter si jamais vous avez des questions ou des choses à apporter pour plus d'informations. Sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao et prenez soin de vous.